des sablés, des nœuds norvégiens, des sablés sans œufs, des gâteaux au vin blanc, des galettes d'orange. Appétissant tout ça. Bienvenue sur Algomius. On a coutume de dire qu'en fait, la programmation s'apparente beaucoup à la cuisine parce qu'un programme est en fait une liste de choses à faire exécuter par l'ordinateur, comme une recette de cuisine est une liste d'actions à entreprendre pour faire un gâteau, une pâtisserie ou un plat quelconque. Il y a beaucoup de similitudes, c'est vrai, entre la programmation et la cuisine, tous ces ordres qui se suivent et qui doivent être enchaînés les uns après les autres dans l'ordre qui est défini pour arriver au résultat voulu. Nous savons aussi que dans les recettes de cuisine, parfois, il y a des variantes. La recette de cuisine n'est pas écrite en entier, à chaque fois, n'est pas réécrite plusieurs fois, mais à la fin de la recette, on vous dit que si vous aimez par exemple le goût du citron, vous pouvez rajouter du citron, si vous préférez le chocolat, vous pouvez rajouter du chocolat. Pour autant, on ne réécrit pas la recette plusieurs fois. Et bien dans un programme informatique, c'est exactement la même chose. On ne réécrit pas un programme informatique à chaque fois qu'il y a un choix à faire, heureusement. La structure conditionnelle que nous allons voir aujourd'hui va permettre à un programme de faire un choix en fonction d'un nombre de paramètres que nous allons lui spécifier, et ce choix va être sans ambiguïté et va lui permettre de décider quelle est la route à suivre. Il est temps de voir maintenant comment nous pouvons faire réfléchir le programme, lui faire prendre une décision, en lui fournissant bien sûr toutes les informations pour qu'il arrive à ses fins. Pour ce premier exemple, nous allons rester dans la pâtisserie, et nous allons voir comment nous pouvons, à partir d'une recette de petits gâteaux sucrés, avoir plusieurs variantes qui vont permettre de varier le goût et l'arôme. Je lance tout de suite pour cela mon premier exemple. Voilà. Que fait ce premier exemple? Il va prendre les étapes d'une recette pour faire des petits gâteaux sucrés, des sablés. Donc nous avons un print 1 qui vous dit de travailler l'œuf, le sucre et le sel, puis d'ajouter la farine, de mélanger et d'incorporer le beurre. Ok, ça ce sont des étapes qui sont toujours nécessaires. Donc, ces prints se succèdent, peu importe les conditions de la recette. Ensuite, nous avons mis des blocs qui permettent une structure conditionnelle, c'est-à-dire qui peuvent faire varier la recette selon nos goûts et nos envies. Si nous aimons le citron, nous allons rajouter un zeste de citron pour avoir un goût plus citronné. Si nous aimons la vanille, par contre, nous allons mettre de l'extrait de vanille dans la recette. Et enfin, si on aime la cannelle, on va rajouter de la cannelle. Enfin, il suffira de couper les gâteaux et de les mettre au four, ce qui sont de nouveau deux étapes qui seront disponibles pour chacune des variantes de la recette. Et enfin, faire cuire 30 minutes. Ok. Si on lance ce programme avec les valeurs suivantes, disons que j'aime le citron, donc il est à true, je n'aime pas la vanille, il est à false, et je n'aime pas la cannelle. Du coup, notre recette va partir sur une variante au citron. Et c'est exactement ce que nous avons là. Nous avons travailler l'œuf, puis notre niveau 4, ajouter le zeste de citron. Ok, très bien. Le petit défaut de cette manière de faire, c'est que la recette ne propose pas d'exclusion au niveau des conditions. C'est-à-dire que si par exemple, je suis quelqu'un qui aime un petit peu tout, j'aime le citron, j'aime la vanille et j'aime la cannelle, et bien au moment de l'exécution, nous aurons ajouté dans notre recette les 4 ingrédients. Nous avons rajouté le citron, nous avons rajouté l'extrait de vanille et nous avons rajouté quelques grammes de cannelle. En fait, c'est un cumul qui se fait. Il n'y a pas d'exclusion. À partir du moment où nous avons fait un choix, en fait, les autres ne sont pas exclus. Les autres sont aussi évalués. Regardons bien la syntaxe un peu pour comprendre comment cela fonctionne. La syntaxe commence toujours par if, qui est l'équivalent de si en anglais, et derrière, nous avons une condition qui doit pouvoir être évaluée par le programme. C'est-à-dire que le résultat de cette condition doit être soit true, vrai, soit false. Ici, dans ce premier exemple, nous avons un peu facilité les choses puisque nous avons utilisé des variables booléennes, qui sont elles-mêmes déjà les valeurs true et false. Donc si aime le citron est true, alors on fait ce qui est en dessous. Vous notez que Python, en fait, a une syntaxe qui impose l'indentation. C'est-à-dire qu'on a la syntaxe if, la condition, deux points, et ce qui doit être concerné par le if, en fait, doit être décalé
doit avoir un blanc par rapport au if qui est dessus. Et tant qu'on est décalé, on sera dans la condition du if. Nous le voyons un peu mieux sur le troisième exemple. If nous aimons la cannelle, on ajoute de la cannelle. Le print d'aimer la cannelle est décalé. Puis ensuite, lorsque l'on revient au cas général, le print est de nouveau aligné avec les if devant. Voilà quelle est la structure du if que nous allons utiliser. Et nous allons maintenant voir au cours des exemples comment la faire évoluer pour la rendre un peu plus complexe. Dans le deuxième cas, cette fois-ci, nous allons faire des comparaisons sur des nombres. Par exemple, je rentre mon âge et je veux savoir dans quelle catégorie je me situe. Est-ce que je suis un bébé, un enfant, un adolescent, un adulte? Ok, très bien. Pour ce premier exemple, j'ai un âge de 25. Voyons voir tout de suite si le programme fonctionne. 25 ans, je suis considéré comme un adulte. Ok, super. Je change d'âge, je mets 7 ans. Pour 7 ans, je suis un enfant. Ok. Comment fonctionne en fait ce programme? Nous allons le décortiquer un petit peu. Nous avons une variable âge qui est du type entier, qui va récupérer l'âge que nous voulons enseigner ou évaluer. Ensuite, nous faisons un premier test. Est-ce que cet âge est inférieur à 3? Si nous sommes en dessous de 3 ans, donc nous avons toujours le if, notre condition qui permet d'être évaluée. Cette fois-ci, âge est inférieur à 3, soit c'est vrai, soit c'est faux. Puis les deux points, et enfin, la partie qui concerne le if qui est en décalage. Donc si j'ai moins de 3 ans, on écrit que je suis un bébé. Si mon âge est compris entre 3 et 12 ans, donc ça c'est aussi une spécificité Python, on peut mettre un intervalle autour d'une variable. C'est-à-dire, on appelle ça le chaînage des tests. Et c'est-à-dire que l'âge doit être à la fois supérieur ou égal à 3 et inférieur à 12. Et dans ce cas-là, je suis un enfant. Ensuite, pareil, si l'âge est compris entre 12 et 18, je suis un adolescent. Ensuite, si l'âge est supérieur ou égal à 18, je suis un adulte. Encore une fois, vous voyez que ce n'est pas tout à fait parfait en termes de test, puisque, normalement, je ne peux pas être dans plusieurs catégories. Soit je suis un bébé, soit je suis un enfant, soit je suis un adulte. Mais je ne peux pas être un enfant adulte, un bébé ado. Et pourtant, alors que là, je vérifie déjà si j'ai moins de 3 ans, normalement, je ne devrais pas évaluer le reste si je suis un bébé. Là, par exemple, on devrait pouvoir dire que mon âge est inférieur à 12, mais si j'étais inférieur à 3, je serais un bébé, donc je ne pourrais pas rentrer dans ce cas-là. Donc, c'est ce que nous allons voir, comment aborder ce genre de problème dans la partie suivante. Nous avons vu au travers de ces premiers exemples que nous pouvons faire des choix à l'ordinateur, au programme, en fonction d'un certain nombre de paramètres que nous lui transférons. Puis nous lui expliquons comment construire une condition, comment l'évaluer et comment réagir en fonction. Dans ces deux premiers tests, nous avons vu encore que tout n'est pas parfait pour l'instant, puisque ces tests sont indépendants les uns des autres. Et nous aimerions pouvoir faire en sorte que, par exemple, pour la recette des sablés, lorsque nous utilisons une option, les deux autres soient verrouillés automatiquement pour que nous n'ayons pas tous les ingrédients dans la recette. Pareil, pour l'âge, nous avons vu que nous faisons plusieurs fois les mêmes tests. Nous testons si l'âge est inférieur à 3 dans une première partie, puis dans la seconde condition, nous revérifions que l'âge est bien supérieur à 3 pour pouvoir continuer, alors que le test de l'âge par rapport à la valeur 3 avait déjà été fait auparavant. Nous allons voir donc un mécanisme qui permet de regrouper les tests, et ce mécanisme est le mot-clé, va être introduit par le mot-clé else dans notre programmation. C'est en fait une façon de dire si il se passe quelque chose, eh bien je réagis en fonction, et sinon, eh bien je fais autre chose. Le sinon, en fait, va se produire lorsque la condition que nous avons évaluée n'est en fait pas remplie. Donc nous avons la possibilité de réagir de deux façons par rapport à une seule condition. Si elle est remplie, je fais ça. Si elle n'est pas remplie, je fais autre chose. Nous allons voir ça tout de suite au travers de quelques exemples. Nous allons reprendre les exemples ci-dessus et nous allons aller un petit peu plus loin. Nous allons essayer de corriger les erreurs et les anomalies que nous avons vues plus haut, à savoir que la recette de cuisine pouvait afficher tous les ingrédients
au lieu d'en mettre qu'un seul, et que là, je faisais systématiquement des tests supplémentaires, alors que nous ne pouvons pas appartenir à plusieurs catégories. Nous allons voir comment nous pouvons régler ce genre de problème avec la deuxième partie de la structure conditionnelle qui va être représentée par le else. Le if vérifie une condition. Si elle est vraie, on exécute un certain nombre de traitements, et sinon, on en exécute d'autres. Donc le sinon correspond à l'inverse de la condition qui est évaluée par le if. Nous allons voir ça au travers des exemples suivants. Je relance mon programme sur la partie 3, et je vois qu'en fait, avec un âge de 25 ans, je suis toujours un adulte. Mais si nous comparons les deux structures que nous avons mis en place, il y a quelques différences. Avant, dans la première partie, je faisais que des if, et j'étais obligé de vérifier à chaque fois l'intervalle. L'âge devait être supérieur à 3, inférieur à 12, l'âge devait être supérieur à 12, inférieur à 18, pour être sûr qu'il n'y ait pas ambiguïté au moment de la sélection de l'âge. Cette fois-ci, j'ai simplifié un petit peu ma fonction grâce aux mots-clés elif et else que nous allons expliquer. Le premier if reste inchangé. Si mon âge est inférieur à 3, je suis un bébé. Seulement cette fois-ci, nous n'avons plus un if ici, mais un elif. Elif est la contraction de else if, c'est-à-dire que c'est à la fois un sinon et qui repart encore une fois sur une condition. Donc, si j'ai moins de 3 ans, je suis un bébé. Elif, donc on est dans un else, sinon, ça veut dire que j'ai obligatoirement plus de 3 ans. Sinon, je serais passé dans le premier if. Donc là, j'ai plus de 3 ans, et j'ai une nouvelle condition, si âge est inférieur à 12. Donc j'ai plus de 3 ans et inférieur à 12 ans. Ok, donc je suis un enfant. Très bien. Je continue avec un elif. Donc, si je suis dans ce else ici, dans cette boucle sinon, cette structure sinon, ça veut dire que j'ai forcément plus de 12 ans. Parce que si j'avais moins de 12 ans, je serais déjà parti dans un des deux premiers cas. Donc j'ai plus de 12 ans, et j'ai une nouvelle condition, qui est que l'âge doit être inférieur à 18. Donc j'ai plus que 12 et un âge inférieur à 18, donc je suis un adolescent. Enfin, j'ai un else, cette fois-ci sans condition, donc un else, et pas un elif, qui veut en fait dire que si je ne suis dans aucun des cas au-dessus, donc je suis ni un bébé, ni un enfant, ni un adolescent, eh bien je suis un adulte. Et vous voyez que ma fonction a exactement le même comportement qu'avant, avec beaucoup moins de tests. Puisque les tests, à chaque fois que nous rentrons dans un test, en fait, nous supposons que ce test n'a plus à être évalué par la suite. Très bien. Voyons voir si nous pouvons faire le même travail avec l'exercice 1, notre recette de cuisine. Pour cela, je vais repasser au paragraphe 1. Et donc, nous allons faire de l'exclusion pour qu'il n'y ait qu'un seul ingrédient en plus. Et bien regardez, ça se fait très facilement. Si j'aime le citron, j'ajoute du citron. Cette fois-ci, je mets elif. Si j'aime la vanille, alors je mets de la vanille. Et en dernier recours, else, si je n'aime ni le citron ni la vanille, eh bien j'ajoute de la cannelle. Ok? Donc, vérifions donc si cela fonctionne comme avant. Donc, là, j'ai mis que j'aimais le citron, donc j'ai un zeste de citron. J'aime la vanille et j'aime la cannelle. Sauf que le premier, en fait, à passer est le citron, et à partir du moment où j'aime le citron, je vais faire des gâteaux au citron, et les restes des conditions ne seront plus appliqués, même si les trois sont vrais. Le petit défaut de l'écrire comme ça, c'est que si je n'aime rien du tout, que va-t-il se passer? Eh bien, si je n'aime rien du tout, je vais ajouter quelques grammes de cannelle. Pourquoi? Eh bien, c'est tout simple. Reprenons le if. Si j'aime le citron, j'ajoute du citron. Sinon, si j'aime la vanille, j'ajoute de la vanille. Et si je n'aime ni le citron ni la vanille, alors j'ajoute de la cannelle, indépendamment du fait si j'aime ou non la cannelle. J'espère qu'au travers de ces exemples, nous avons pu voir comment fonctionnent cette structure, ce if, et la différence entre elif et else, et nous pouvons voir que nous pouvons créer des structures de décision un petit peu plus compliquées. Nous avons maintenant une bonne vision de la structure conditionnelle, de ce qu'elle permet de faire.
Vous voyez que cette structure permet d'organiser un petit peu votre pensée et vous pouvez donner un semblant de réflexion à votre ordinateur, à votre programme, qui va prendre des décisions comme nous le faisons en tant qu'être humain. Sauf que l'ordinateur, lorsqu'il va prendre des décisions, il va falloir lui fournir une condition qu'il peut évaluer par true ou false sans une seule ambiguïté. Donc en fait, il est très loin d'avoir un cerveau humain. Pour qu'il puisse prendre une décision, il lui faut vraiment toutes les cartes en main, il faut vraiment le prendre par la main pour l'amener à ce que nous voulons faire. Nous allons voir une petite partie maintenant qui peut amener quelques fonctionnalités supplémentaires à la structure conditionnelle et voir comment les variables et les différents types de variables que nous avons déjà vus maintenant, y compris les types mutables comme les listes ou les dictionnaires, peuvent aussi servir de conditions dans un if et sont évaluées. Et nous allons voir dans cette partie comment ils sont évalués. J'aimerais faire une partie rapide sur l'utilisation des variables dans les structures conditionnelles. En effet, nous avons déjà vu que dans la partie qui concerne les variables, que toutes les variables peuvent être assimilées à des types booléens. Et cette partie va juste faire en fait une petite révision sur cette partie. Ok, donc je lance sans plus attendre mon exemple. Nous avons essayé de voir maintenant comment se passent les conditions sur les listes, et pour cela j'ai créé deux listes. Une liste 1 qui contient 3 entiers, 1, 2 et 3, et une liste 2 qui est une liste vide. J'utilise ensuite ma structure conditionnelle directement sur la liste, sans comparaison. If liste 1 va me dire que liste 1 n'est pas vide, if liste 2 va me dire que liste 2 n'est pas vide. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens liste 1 n'est pas vide, par contre, je n'obtiens pas liste 2. Ce qui est normal puisque liste 2 est vide. Donc, nous pouvons voir que if sur une liste non vide correspond à une condition validée, c'est-à-dire qu'une liste non vide vaut true, et une liste vide vaut false en booléen. Ça peut être très intéressant quand vous faites des tests, raccourcir vos tests, raccourcir vos conditions, mais ça sera aussi très intéressant pour avoir des boucles qui se lisent très facilement. Allons un petit peu plus loin sur l'opération sur les listes, un opérateur que nous avons déjà vu, qui est l'opérateur in, qui permet de voir si un élément est contenu dans la liste ou non. Pour cela, j'utilise if 2 in liste 1, on affiche que 2 est dans la liste 1, if 5 in liste 1, on écrit que 5 est dans la liste 1. Et que nous renvoient ces fonctions-là? Eh bien, ces fonctions écrivent que 2 est dans la liste 1, 5 est dans la liste 1, ce n'est pas vrai, donc toute cette partie n'est pas écrite. Ok, donc c'est des opérations qui peuvent être faites sur les listes, mais qui peuvent se généraliser sur tous les types mutables. Vous pouvez faire ça aussi sur les dictionnaires, sur les sets. On retient ici que une liste, un dictionnaire ou un set vide correspond à la valeur false, à condition false, faux, et alors que quand quand la liste ou le dictionnaire ou le set contient des éléments, la condition qui est associée est la condition true. Très bien. Passons à un exemple sur les entiers également. J'ai déclaré pour cela deux entiers, un qui contient 26, un qui contient 0. Et je teste directement if entier 1 et j'écris entier 1 n'est pas nul, if entier 2 et j'écris entier 2 n'est pas nul. Et je reçois en sortie entier 1 n'est pas nul. Ce qui est correct, entier 2 étant nul, cette phrase n'est pas écrite, entier 2 n'est pas nul. Et donc vous voyez encore une fois, j'ai fait uniquement un if sur des entiers, sans utiliser d'opérateur logique. Et là aussi, Python considère que 0 vaut faux, et n'importe quelle autre valeur vaut true. Ça peut aussi être intéressant pour simplifier à un moment certains tests. Dernière petite remarque concernant cette fois-ci les chaînes de caractères. J'ai créé deux chaînes de caractères, une chaîne de caractères non vide, qui contient une chaîne non vide, et une chaîne de caractères vide, str2. Encore une fois, je teste. If str1, j'écris que str1 n'est pas vide. If str2, j'écris que str2 n'est pas vide. Et en résultat, j'obtiens que str1 n'est pas vide. Encore une fois, c'est vrai. Et str2 est vide, donc le libellé str2 n'est pas vide n'a pas été écrit. Et j'ai juste testé la variable elle-même sans opérateur logique. Ce qu'on peut retenir de ce petit exemple, en fait, c'est pour les types mutables liste, dictionnaire, set ou tuple, retourne faux si
la structure est vide, retourne true si la structure contient des éléments. Pour les nombres, la condition est à false lorsque le nombre vaut 0, c'est vrai pour les nombres entiers mais c'est aussi vrai pour les nombres décimaux, et vaut true quand elle renvoie une autre valeur. Et pour les chaînes de caractères, c'est exactement la même chose, une chaîne de caractères vide va renvoyer false, une chaîne de caractères avec quelque chose à l'intérieur va renvoyer true. Le fait que les types de variables puissent être utilisés comme des booléens directement peut être un petit peu déroutant au début. Mais vous allez voir qu'avec l'habitude, et en les utilisant souvent, en fait, cela peut simplifier pas mal de tests, d'écriture, et nous pouvons trouver un grand avantage en réduisant à chaque fois les tests et en les rendant plus compréhensibles. Gardons juste un peu cette règle en tête. Un élément vide est le plus souvent considéré comme faux, un élément qui contient des autres éléments est considéré comme true, la valeur 0 est considérée comme false, n'importe quelle autre valeur est considérée comme true. C'est à peu près une règle de base qui nous permettra de résumer un petit peu cette partie. Bien, nous avons vu jusqu'à maintenant qu'il est possible d'avoir des conditions, de les évaluer et de réagir en fonction des conditions. Nous allons voir aussi que les conditions peuvent être multiples. C'est-à-dire, par exemple, que je veux pouvoir baser une condition sur plusieurs critères. Par exemple, si je veux construire des équipes de foot, je vais à la fois juger l'âge de la personne et le sexe de la personne pour la placer dans la bonne équipe. Si l'âge est inférieur à 7, par exemple, l'enfant sera placé dans les U7, mais s'il s'agit de filles ou de garçons, eh bien, elle sera dans les U7 masculins, U7 féminins. Pareil pour les U9, et donc vous voyez en fait que la condition se base sur plusieurs critères. Plusieurs critères doivent être vérifiés pour pouvoir placer correctement les éléments. Nous allons donc utiliser pour démonstration un petit programme qui va vous aider à trouver quels sont les accessoires qui sont les plus adaptés pour vous, pour sortir suivant le temps et la température. Typiquement, s'il fait beau, eh bien, je voudrais mettre mon chapeau pour me protéger du soleil. Si par contre il fait pluvieux, je vais par contre prendre mon parapluie pour éviter la pluie. Nous allons faire quelque chose d'un peu plus complexe et voir jusqu'où la programmation peut nous aider à prendre une bonne décision. Je voudrais revenir maintenant dans cette partie sur les opérateurs logiques et comment on peut les combiner entre eux. Et pour cela, j'ai écrit une petite fonction qui va me permettre de m'aider à choisir comment je dois m'habiller ou les accessoires que je dois emmener suivant le temps qu'il fait dehors. Lançons tout de suite notre exemple et analysons ce qu'il fait. Ok, le programme me dit « je dois mettre un chapeau ». Alors, comment fonctionne ce programme ? Le programme prend un état du temps, c'est-à-dire que soit il fait beau, soit il fait couvert, soit il pleut. Et une température, que l'on peut mettre n'importe laquelle, température négative, peu importe. Et à partir de ces deux informations, le programme va calculer, va essayer d'évaluer quelle est la meilleure solution pour moi pour ne pas prendre froid ou pour ne pas avoir trop chaud. Tout cela, il le fait avec des évaluations et des structures conditionnelles. Nous allons déjà évaluer la première, par exemple. Il regarde si l'état du temps est égal à beau, donc c'est-à-dire s'il fait beau, end, qui est la conjonction et la température est supérieure à 25. Donc il fait beau et il fait plus de 25 degrés. Donc là, je mets un chapeau. Nous nous rendons compte que là j'ai mis beau et 30 degrés, donc on est typiquement dans ce cas-là. Donc je mets un chapeau. Ok. Deuxième évaluation, si l'état du temps n'est pas beau. Point d'exclamation égal, c'est le sigle différent en Python. Donc l'état du temps n'est pas beau et la température est supérieure à 25. Il fait pas beau, mais il fait quand même plus de 25 degrés. Donc là, j'enlève mon pull parce que sinon je vais avoir trop chaud. Le troisième évaluation, si l'état du temps est pluvieux, donc l'état du temps égale pluie, ou, cette fois-ci c'est la conjonction ou et pas et, l'état du temps est couvert. Donc s'il pleut ou s'il fait couvert, je prends mon parapluie. Dans un cas, il pleut déjà, donc le parapluie va servir. Dans l'autre cas, il est couvert. Il peut pleuvoir potentiellement. Je ne prends pas de risque et je prends mon parapluie. Si la température est inférieure ou égale à 25 degrés,
Par contre, là, je garde mon pull. Comme il risque de faire un peu frisquet quand même, je vais garder mon pull. Si la température est en dessous de 0 degré et que l'état du temps n'est pas beau, alors attention à cette structure, je voulais vous montrer l'opérateur NOT, en fait, qui inverse une condition. C'est-à-dire que NOT true est égal à false, NOT false est égal à true. Des fois, il est plus facile d'écrire le contraire d'une condition que de retourner la condition elle-même. Donc là, ce que je fais, c'est que je regarde si l'état du temps est égal à beau, et j'inverse la condition grâce à NOT. Donc en fait, ça me permet d'avoir l'état du temps n'est pas beau. Donc j'ai l'état du temps n'est pas beau, et j'ai une température en dessous de 0 degré. Donc là, en plus, il fait pas beau et il fait pas froid. Et il fait froid. Donc je mets un bonnet en laine. Si j'ai une température inférieure à 0, mais que l'état du temps est beau, donc c'est-à-dire que j'ai un beau ciel bleu, mais qui fait quand même très frais. Donc là, je ne mets pas un bonnet, mais je mets un bandeau sur les oreilles. Ça me suffit largement. Enfin, nous allons voir aussi que nous pouvons combiner l'opérateur OU et l'opérateur ET, mais dans ce cas-là, il faut mettre des parenthèses absolument pour avoir des priorités opératoires. Là, par exemple, dans cette dernière condition, qui est un petit peu plus compliquée, nous avons l'état du temps qui est couvert ou l'état du temps qui est pluvieux, et une température inférieure à 25. Et donc là, cette condition a pour résultante de mettre mon imperméable. Nous avons vu maintenant dans cette partie que nous pouvons combiner les conditions entre elles, soit avec un opérateur ET, donc c'est-à-dire que la condition sera réalisée seulement si les deux conditions sont vraies. Ici, l'état du temps est beau et la température supérieure à 25. Donc s'il y en a une des deux qui n'est pas vraie, on ne rentrera pas dans le if. Nous avons vu aussi l'opérateur OU, qui satisfait la condition si une des deux conditions est remplie. C'est-à-dire dans ce cas-là, l'état du temps est pluvieux ou l'état du temps est couvert, un des deux, pas forcément les deux, ou les deux, mais là c'est un des deux seulement suffit pour entrer dans la condition. Donc s'il pleut ou que c'est couvert, là je prends mon parapluie. Enfin, la dernière opération logique est le NOT qui permet de retourner une condition. Le problème de ce genre d'écriture, nous l'avons vu en fait, c'est que pour savoir où va passer le programme, vous devez évaluer chaque if indépendamment. Et ça peut prendre énormément de temps, et ça devient très compliqué si jamais vous avez quelque chose à modifier. Le problème aussi, c'est que si quelqu'un voit un programme écrit de cette façon, il aura tendance, le jour où il a un ajout à faire, de simplement faire entrer ici et de rajouter un nouvel if qui va encore complexifier la fonction. Nous allons voir dans la dernière partie comment simplifier ce genre de choses. Nous venons de voir donc un petit programme qui va nous servir à savoir quel accessoire mettre lorsque nous sortons, suivant le temps et la température. Vous avez pu noter que ce programme est plutôt compliqué à comprendre. C'est surtout dû au grand nombre de ifs qui se succèdent et qui n'ont en fait aucun lien entre eux. Chaque évaluation doit être refaite plusieurs fois, et nous avons testé plusieurs fois s'il faisait beau, s'il faisait pas beau, s'il faisait pluvieux, ou s'il faisait couvert. Il y a peut-être une façon de réorganiser les choses pour rendre cela plus simple et plus compréhensible. Pour cela, il faut des fois prendre un peu du recul sur le programme et voir ce que l'on cherche à faire. Et essayer de trouver quels sont les cas de figure que nous essayons d'isoler. Pour cela, prenons par exemple un petit tableau sous calque et essayons de faire un tableau à deux entrées. Par exemple, pour l'état du temps, j'ai trois états possibles. Soit il fait beau, soit j'ai de la pluie, soit il fait couvert. Et en termes de température, eh bien je me retrouve avec trois cas de température, soit il fait moins de 0, soit il fait entre 0 et 25, soit il fait plus de 25. Et vous vous rendez compte qu'en prenant un peu du recul sur ce problème, nous nous retrouvons là sur un tableau à deux entrées qui contient trois états et trois états de température, et en fait nous avons 9 cas isolés.
Donc soit il fait beau et moins de 0, soit il y a de la pluie et moins de 0, soit il fait couvert et moins de 0, et ainsi de suite. Nous avons donc que 9 cas. Donc nous allons essayer, dans la prochaine étape, de réécrire le programme pour prendre en compte ces 9 cas, les traiter un à un, et voir si cela simplifie notre problème. Reprenons maintenant notre exemple et essayons de le simplifier ou de le rendre plus lisible. Nous avons vu que ce problème peut se simplifier sous la forme suivante. En fait, nous avons 3 états de température et 3 états du temps différents. Nous pouvons avoir un état du temps beau, couvert ou pluie, et une température inférieure à 0 degré, entre 0 et 25, ou plus de 25 degrés. Ce qui nous fait en fait 9 combinaisons sur ces deux différentes variables. Essayons d'écrire le programme sous cette forme. Donc, cela va nous être possible grâce au if imbriqué. C'est-à-dire que nous avons séparé déjà la notion de température. Donc if la température est supérieure à 25, c'est-à-dire que nous sommes dans les plus de 25 degrés. If, c'est-à-dire que si la température n'est pas supérieure à 25 degrés, mais qu'elle est supérieure à 0 degré, donc elle est comprise entre 0 et 25. Donc là, nous sommes dans ce cas-là. Et enfin, le dernier cas, c'est-à-dire que si elle n'est pas supérieure à 0, c'est-à-dire qu'elle vaut moins de 0, et nous sommes dans ce cas-là. Ok, donc là nous avons séparé sur les températures. Maintenant, dans chaque partie, nous allons séparer par l'état du temps. Donc, si j'ai un état du temps beau, vous remarquez que ce if est déjà décalé par rapport à la température, c'est-à-dire que je suis dans cette partie, dans tout ce qui est inférieur à 25. Donc, j'ai un état du temps beau. Dans ce cas-là, je mets un chapeau, puisque je suis dans temps beau et supérieur à 25. Sinon, j'ai un état du temps qui est couvert, et une température supérieure à 25, toujours. Dans ce cas, j'enlève mon pull et je prends mon parapluie. Sinon, eh bien, je suis ni en beau ni en couvert, donc je suis en pluie, et je suis supérieur à 25, donc j'enlève mon pull et je prends mon parapluie. La même chose va être faite dans les différentes autres parties. Lorsque la température est comprise entre 0 degré et 25, encore une fois, nous allons évaluer l'état du temps, beau, couvert ou pluie. Et la dernière partie également, l'état du temps, beau, couvert et pluie. Nous allons lancer le programme pour voir si tout fonctionne. Ok, j'ai un état du temps beau avec une température de 30 degrés, je mets un chapeau. Si jamais j'ai un état de pluie avec une température de 17, là je garde mon pull, je prends mon parapluie et je mets mon imperméable. Ok, ce programme d'aide à la décision a l'air de fonctionner. Si on regarde le code un peu plus en détail, on s'aperçoit rapidement qu'il comporte énormément de doublons. Par exemple, si la température est supérieure à 25, que l'état du temps soit couvert ou qu'il soit pluvieux, dans les deux cas, j'enlève mon pull et je prends mon parapluie. Donc, cette condition, en fait, c'est que j'enlève mon pull et je prends mon parapluie quand il fait pas beau. Donc, cette partie-là peut être supprimée. Reprenons un petit peu la lecture de cette partie. Donc, si la température est supérieure à 25, s'il fait beau, je mets un chapeau. Sinon, j'enlève mon pull et je prends mon parapluie. Ok, ça fonctionne comme avant. Prenons maintenant la partie avec la température qui est comprise entre 0 et 25 degrés. Si l'état du temps est beau, je garde mon pull. Si l'état du temps est couvert, je garde mon pull, je prends mon parapluie, je mets mon imperméable. Et quand le temps est pluvieux, je garde mon pull, je prends mon parapluie et je mets mon imperméable. Là aussi, nous voyons que nous refaisons 2 fois la même chose, que le temps soit couvert ou pluvieux. Donc cette partie-là peut être enlevée également. Ok ? Très bien. Donc, s'il fait beau, je garde mon pull. S'il ne fait pas beau, je garde mon pull, je me prends mon parapluie et je mets mon imperméable. Donc là, on peut se rendre compte que dans une température qui est entre 0 et 25 degrés, je garde mon pull quoi qu'il arrive. Donc, cette partie-là peut se retrouver indépendamment de la variable de l'état du temps. Je garde mon pull quoi qu'il arrive.
Sauf que en Python, je ne peux pas laisser ça comme ça. Donc il va falloir que j'utilise la fonction pass, qui est de dire maintenant, ce cas-là, en fait, tu ne fais rien. Et puis cette écriture, c'est un peu dommage d'écrire ça comme ça. Parce que de dire, j'utilise une condition, si cette condition est remplie, bah, je ne fais rien, mais sinon je fais quelque chose. C'est un peu dommage. Et dans ce cas-là, en fait, on peut retourner le test. C'est-à-dire qu'on se rend compte que s'il fait beau, on ne fait rien. Ça veut dire qu'on ne fait quelque chose seulement s'il ne fait pas beau. Et donc, on peut mettre, si l'état du temps n'est pas beau, cette fois-ci le point d'exclamation égal remplace le égal égal, et bien dans ce cas-là, je prends mon parapluie et je mets mon imperméable. Ok. Essayons de voir maintenant ce qu'on peut faire avec la troisième partie. Encore une fois, que l'état du temps soit couvert ou soit pluvieux, je prends mon parapluie, je mets mon imperméable et je mets un bonnet en laine. Les trois sont identiques. Donc, pour les mêmes raisons que nous avons vues au-dessus, je peux enlever une partie. S'il fait beau, je mets un bandeau sur les oreilles. Sinon, je prends un parapluie, je mets un imperméable et je mets un bonnet en laine. Vous voyez que nous avons déjà réduit énormément le nombre de lignes de cette fonction, rien qu'en ayant réorganisé nos idées selon ce que nous voulons en faire. Et cette fois-ci, par rapport à avant où nous devions évaluer chacune des conditions pour voir si nous rentrons dedans ou pas, cette fois-ci, nous pouvons dès le début voir si la température est supérieure à 25, si elle est comprise entre 25 et 0, et savoir dans quelle partie nous sommes exactement. C'est beaucoup plus facile à débugger, à modifier ce genre de truc, parce que vous voyez qu'en fait, les idées sont organisées clairement. Et les tests ne sont pas redondants, ils ne sont pas faits plusieurs fois. Et en fait, c'est aussi la réorganisation du problème, d'avoir pris du recul, d'avoir regardé un petit peu quels sont les cas qui sont en présence, qui nous a permis d'avoir une organisation plus claire, et ensuite, dans un second temps, de pouvoir simplifier cette organisation. Ok, maintenant que nous avons un programme qui marche, essayons de le tester un petit peu. Donc je vais relancer mon exemple, température de 17 et pluie. Et bien je garde mon pull, je prends mon parapluie et je mets mon imperméable. Ok, si cette fois-ci il fait moins 17 et qu'il pleut, cette fois-ci je prends mon parapluie, je prends mon imperméable et je mets un bonnet en laine. Ok, donc je crois que notre aide à l'évaluation du temps qu'il fait est quelque chose qui fonctionne, que nous pouvons utiliser. Dans cette vidéo, en fait, nous avons vu pas mal de choses qui vont nous servir énormément dans la programmation. Nous avons vu comment faire réagir un programme différemment selon les paramètres que nous lui fournissons. C'est-à-dire que cette fois-ci, nous sommes sortis du schéma linéaire d'un programme qui exécute d'abord l'instruction 1, puis l'instruction 2, puis l'instruction 3. Nous sommes arrivés à lui faire un débranchement pour qu'il ignore certaines choses, qu'il en affiche d'autres, suivant les paramètres auxquels il a accès. Nous avons vu aussi au travers des fonctions elif, else et aussi par les if imbriqués qu'il est possible de réorganiser nos idées d'une façon très proche de ce que nous faisons, par exemple, quand nous réfléchissons en tant qu'être humain. Nous pouvons combiner des conditions entre elles, nous pouvons évaluer des choses très compliquées pour voir dans quelles conditions nous sommes, et cela va nous apporter énormément lorsque nous allons continuer dans la programmation. Le if est une fonction de base que nous utilisons dans pratiquement tous les programmes et qui rend les programmes flexibles et adaptables lorsque les données en entrée changent ou que les utilisateurs veulent calculer d'autres choses. Typiquement, une bonne utilisation du else, il y a beaucoup de gens qui disent que tous les if devraient avoir un else, rien que pour indiquer, par exemple, qu'on ne devrait pas se retrouver dans ce cas-là. Vous dites, par exemple, vous calculez une condition, par exemple, qui doit être remplie, et vous mettez un else pour dire, par exemple, vous ne devriez jamais être là. Cela permettra, par exemple, de retrouver facilement, si jamais un programme provoque un jour une erreur, eh bien, il se peut qu'il écrive sur la sortie standard un message du style « Tiens, je ne devrais pas me retrouver là, mais j'y suis quand même ». Et donc, ça va aider beaucoup le programmeur pour rechercher son erreur et savoir pourquoi il a été dans ce cas-là. La fonction if, elif, else remplace aussi les
structure switch que nous pouvons voir dans C++ par exemple ou en Java. En Python, nous utilisons uniquement cette structure. Donc c'est bien, on utilise déjà la même structure tout le temps, et ça nous évite donc de faire des confusions. Nous avons vu aussi que si les if sont mal organisés ou sont mal pensés à la base, en fait ça peut devenir très compliqué à lire et très compliqué à débugger ou à modifier le jour où il y aura une modification à faire dessus. Donc il faut faire extrêmement attention avec les if, surtout quand les structures deviennent compliquées, que les conditions évaluent des conditions multiples, que les if sont imbriqués entre eux, c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes dans un bloc if. Si on ne prend pas garde un peu à comment on écrit les choses, on peut se retrouver avec vraiment quelque chose de très 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 compliqué à lire. Enfin, maintenant nous avons écrit un petit programme qui nous permet d'évaluer quels accessoires utiliser au moment de sortir en fonction du temps et de la température. Donc moi j'ai rentré les températures pour aujourd'hui, donc nous sommes à plus de 25 degrés et il fait beau. Le programme me conseille donc de mettre mon chapeau, et c'est ce que je vais faire pour ma balade du jour. Donc je vous souhaite encore une bonne journée, et à bientôt.